Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF où nous allons parler notamment d'écologie, de climat, mais aussi des Césars, mais aussi de la 5G, mais aussi de ces sondages peut-être un peu inquiétants sur l'état de la France. Et pour en parler en plateau, Florence Mercadet-Choquet, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes avocate au barreau de Versailles. Stéphane Monson, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Et avec nous en duplex, comme on disait autrefois, Anne-Charlène Bézina, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes maître de conférence à l'université de Rouen. Vincent Couronne, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes le fondateur du mouvement des Sturligneurs qui corrige les erreurs dans le discours politique, et vous êtes l'auteur d'un podcast sur les contre-vérités dites sur l'Europe qui s'appelle « Objection Votre Europe ». Et Jean-Charles Lajoigny, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditeur. Merci d'être avec nous. Et notre invité, c'est Jean-Philippe Dugouin-Clément, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président du conseil régional chargé de l'écologie et du développement durable. Vous êtes aussi le maire UDI de Mennecy. Et justement, il vient de se passer à Paris, mercredi et jeudi, la COP régionale, c'est-à-dire la conférence sur le climat. Ça va être le premier chapitre de cette émission, le climat. Alors, je vais peut-être d'abord commencer par une question d'actualité. Il y a eu la Convention citoyenne sur le climat. Le président de la République avait adopté la plupart des mesures voulues par cette Convention citoyenne. Et puis hier, on a appris que la taxe carbone sur les transports aériens ne serait pas adoptée. C'est le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui a fait cette annonce. Alors c'est assez intéressant parce que... évidemment, écologiquement, c'était important, cette taxe sur les transports aériens, mais les compagnies aériennes avaient calculé que ça coûterait à peu près 150 000 emplois. Je vais commencer avec vous, Jean-Philippe Dugouin-Clément. Est-ce qu'on n'est pas justement dans cette problématique qui est assez compliquée de l'environnement, de la lutte pour l'environnement, des mesures favorables, en effet, pour nous, mais peut-être qui coûtent sur le plan économique? Oui, bien sûr, c'est toute la difficulté de l'adaptation de la transition environnementale aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'on la rend supportable, soutenable pour des citoyens, pour les Français, pour les habitants de la planète en général, entre ce qui est bon et ce qui est possible. Moi, je crois énormément que sur ces sujets-là, on doit investir massivement au niveau des pouvoirs publics pour trouver les seuils d'équilibre. Parce qu'effectivement, beaucoup de gens, entre le souhait, la volonté et le réalisable, font face à un écueil extrêmement fort. Vous voyez, pendant cette COP que vous évoquiez, qui n'était pas que climatique, on était vraiment sur l'ensemble des questions environnementales, de la transition environnementale au sens large. Par exemple, on parlait notamment des questions d'alimentation, et on s'aperçoit, quand on parle de l'alimentation, qu'on a aussi un décalage aujourd'hui entre l'attente croissante des Français, des Franciliens, pour avoir plus d'alimentation de proximité, plus de bio, plus de maraîchage sur notre région, avec une véritable diversification qui n'existe plus, qui a disparu, qui s'est amoindrie tout au long du XXe siècle, mais dans le même temps, le réflexe de donneur d'ordre carte bleue, si vous voulez, d'une certaine manière, de la part des consommateurs. Donc l'un des grands sujets, c'est comment faire en sorte que chaque Français, chaque citoyen devienne d'une certaine manière non pas victime de quelque chose qui est imposé, mais devienne citoyen acteur de par ses choix de vie, ses modes de vie et ses modes de consommation. On voit à quel point, quand on parle de la taxe carbone, on est à la limite de l'exercice. Et puis ça pose aussi une autre question. Quand on parle de la taxe carbone sur les transports aériens, on parle de ce qui existe aujourd'hui. Ce qu'il faut aussi, c'est se projeter vers l'avion du futur. L'avion du futur, on sait bien qu'il ne sera jamais électrique, on n'a pas la capacité technique à le faire. On a aujourd'hui l'hydrogène, on en parle énormément. Ça fait 1 an sur la région Île-de-France qu'on a investi, voté un plan hydrogène. L'Allemagne, la France, le Portugal, on en parle assez peu, mais de manière colossale par rapport à ce que nous faisons, par rapport à sa population, décline des plans hydrogène de manière à pousser la recherche, de manière à décliner des écosystèmes vertueux qui permettent d'aller vers une énergie qui est décarbonée, qui est propre, qui est infinie. Moi, je crois énormément à la question d'investir dans la recherche pour préparer cette transition. Et vous pensez qu'on ne le fait pas assez par rapport justement à nos
notamment les quelques partenaires européens et d'autres pays? Ben, on commence à le faire. L'annonce dans le cadre du plan de relance d'un plan de Oui, 7 30 à 8 millions. milliards sur 30 l'hydrogène, milliards, c'est pardon. important. L'Allemagne en a mis 9. Le Portugal, me semble-t-il, 6 à 7 pour une population beaucoup plus faible. Mais on commence à le faire. Je crois que c'est sur des sujets sur lesquels on est en retard. Et c'est des sujets sur lesquels, d'ailleurs, on pourrait gagner à avoir beaucoup plus de liens et de coopération européenne en mutualisant les moyens qu'on met de part et d'autre du Rhin sur ce sujet-là. Alors, on va revenir à cette COP régionale. Le but, le thème, c'était de dresser un bilan des enjeux et d'apporter des réponses concrètes, ce qui est un peu vague. Mais alors, quels sont les enjeux et quelles réponses vous apportez? Je vais rester général, moi Écoutez, aussi, du coup. oui, vous avez raison, mais enfin, on est sur des sujets qui sont infinis. Mais Non, après, on a eu un peu plus de 2 jours. on va aller dans le sujet précis, hein, après, pardon. Non, on a eu un peu plus de 2 jours de débat sur à peu près toutes les thématiques du champ environnemental, qu'on parle de l'énergie, qu'on parle de la biodiversité, qu'on parle de la renaturation, qu'on parle du lien économie-écologie, qu'on parle de la réindustrialisation, du rapatriement d'activités, qu'on parle de la santé environnementale et des questions sanitaires, qu'on parle de l'alimentation, qu'on parle de l'égalité des droits. On avait prévu une COP qui devait initialement se dérouler sur une semaine, avec énormément de colloques, de visites, de déplacements. On l'a reconcentré sur 2 jours, avec des intervenants aussi bien représentants des lycées que représentants de la Convention citoyenne, que grands chefs d'entreprise, de multinationales, élus, acteurs associatifs, chercheurs, scientifiques, pour, sur l'ensemble de ces champs, avoir d'une certaine manière un benchmark de ce qui se fait, des retours d'expérience, faire acte de propositions, parfois de manière contradictoire ou pouvant être provocante, piquante, mais c'est aussi le but du jeu. Et surtout, on a souhaité, au sortir de cette COP, s'engager, nous, région Île-de-France, sur quelques 200 propositions, 200 actes de ce colloque, qui sont pour nous une feuille de route des mois et des années qui viennent. Alors certaines sont des actions que nous avions déjà pu entamer et que nous souhaitons massifier. Par exemple, quand on parle de la création de 500 km de haies en Île-de-France pour recréer des zones, des espaces de biodiversité sur des espaces de grande culture, on a commencé à le faire, mais on va aller le massifier. D'autres peuvent être des sujets absolument majeurs, comme le lancement de la révision du SDRIF, c'est-à-dire le schéma directeur de la région Île-de-France, qui est un schéma d'aménagement pour inclure toutes les dimensions environnementales dans son spectre, parce que quand on parle de l'aménagement d'une région qui augmente sa population de 60 000 habitants chaque année, qui est une région en croissance économique constante, ce qui n'est pas le cas de toutes les régions françaises, mais l'Île-de-France est très particulière de ce point de vue-là. Bah, ça veut dire aussi qu'il faut qu'on adapte nos outils réglementaires de calage et de cadrage urbanistique pour mettre ce champ environnemental dedans. Donc c'est pratiquement 200 propositions qui ont été actées et qui seront la feuille de route francilienne des mois et des années qui viennent, dans Et tous ces spectres de domaines. qu'on peut retrouver sur le site de la région, évidemment. Bien sûr, Hein, bien sûr. évidemment. Alors, il y avait un mot, et là, on va peut-être pouvoir tous en parler, qui était important dans cette COP, c'est le mot d'indépendance, que ce soit sur le plan de l'énergie, que ce soit sur le plan de l'alimentation, que ce soit sur le plan de la santé, notamment. Sur le plan de l'énergie, on a toujours ce débat en France sur le nucléaire qui nous assure l'indépendance énergétique et en même temps qui est contesté par beaucoup d'écologistes. Alors, je vais vous demander d'abord à vous, votre point de vue, est-ce qu'il faut continuer l'énergie nucléaire ou pas, ou comme le pensent certains écologistes, est-ce qu'il faut passer à d'autres énergies? C'est l'indépendance. Il y a l'indépendance nationale, l'indépendance francilienne. L'Île-de-France étant la région la plus dépendante du pays, avec 90% de notre énergie qui est importée et moins de 8% d'ENR. Bon, sur la question du nucléaire, il y a clairement deux sujets. Il y a l'état actuel et qu'est-ce qu'on veut à 10, 20, 30, 40 ans. Quand on parle d'énergie, il y a deux sujets aujourd'hui. C'est la production des gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. L'énergie nucléaire est aujourd'hui le principal facteur
massif de production d'énergie qui n'augmente pas l'effet de réchauffement climatique, qui est le principal souci auquel on est confronté. Donc vouloir couper aujourd'hui l'énergie nucléaire est quelque chose qui n'est pas tenable. Ce qui est important pour moi, et je ne suis pas pro-nucléaire, c'est la question du trend vers lequel on veut aller. Vers quoi on veut aller à 10, 20, 30 ans? Est-ce qu'on se donne les moyens de réduire et remplacer progressivement, d'aller vers autre chose? Les ENR seuls, sans le développement de l'hydrogène, ne le permettront pas. La massification de l'hydrogène, ça va être plusieurs années, plusieurs décennies de travail pour le faire. Couper le nucléaire aujourd'hui, ce qu'a fait l'Allemagne, c'est augmenter notre bilan carbone, c'est augmenter le réchauffement climatique. Donc moi, je crois pas à la déclinaison du nucléaire comme étant l'alpha, l'oméga et ce sur quoi nous devons pousser dans les 10, 20 ou 30 ans qui viennent, mais je crois à une transition réfléchie, travaillée et progressive. Quelqu'un veut intervenir sur ce thème du nucléaire? Oui, Jean-Charles? Je suis totalement en phase avec ce que vient de dire Jean-Philippe Dugoin-Clément, mais j'irai même encore plus loin. Je pense qu'effectivement, on verra peut-être dans 40 ou 50 ans si on a des recherches, des choses qui ont pu faire qu'on arrive à quelque chose de plus propre. Mais pour l'instant, l'énergie nucléaire, c'est la plus propre, la moins chère, la plus écologique. Alors après, il ne faut pas tomber dans certains travers. Il faudrait que là, on parle beaucoup parfois du désengagement de l'État. Il faut bien évidemment que ce soit toujours l'État qui dirige et qui s'occupe du nucléaire. C'est quelque chose de trop important, la sûreté nucléaire, etc., pour qu'un jour, ça puisse échapper à un contrôle très précis. Mais effectivement, le nucléaire, et quand on voit comment se sont conduits les Allemands, là, on parle d'Europe, mais je ne sais pas où est l'Europe là-dedans. Angela Merkel qui décide du jour au lendemain de couper tout truc nucléaire, qui dit maintenant démerdez-vous, nous on va. Enfin, je veux dire, c'est un scandale absolu. Je veux dire, il faut, bien évidemment, il faut une énergie nucléaire. C'est trop facile quand on a un pays de dire nous on va être super clean, etc. On abandonne le nucléaire et puis on achètera l'énergie ailleurs où on va remettre des centrales à charbon. Donc bien évidemment, le nucléaire, c'est pour l'instant la solution. Peut-être qu'il y en aura une plus propre bientôt. Je suis tout à fait d'accord avec Jean-Philippe Dugoin-Clément, et cherchons d'autres choses, cherchons d'autres pistes, et ça va être extrêmement long, extrêmement lent. Donc pour l'instant, il n'y a même pas de débat. Il ne devrait pas y avoir de débat. Le nucléaire, on poursuit, on l'améliore la sécurité, on améliore le rendement de ces centrales, et on arrête de critiquer toujours. Et puis bon, voilà, après, Charlène, peut-être? Alors, moi, je trouve qu'on touche ici à tout le paradoxe du champ lexical de l'indépendance. Dès qu'on parle de la souveraineté, de la question de récupérer l'indépendance sur le médicament, le climat, etc., on touche à cette idée du patrimoine, de la fin de la mondialisation, de quelque chose qui permette de pouvoir toujours s'en sortir en cas de crise. Je crois que ça a évidemment du bon. Dans les situations d'urgence, on s'est rendu compte à quel point, avec la crise du coronavirus, il était important de pouvoir être indépendant financièrement, mais pas que. Néanmoins, sur la question de l'énergie, l'indépendance, elle ne me semble pas forcément assurée exclusivement par le nucléaire. On en a parlé. La recherche d'énergie renouvelable, propre, elle continue et elle continuera. Et je crois que ce n'est pas une question de souveraineté qu'on aborde ici, c'est simplement une recherche mondiale de survie de l'espèce, tout simplement sur le long terme, et qui est menée aussi bien par la France que par d'autres États. Donc je pense qu'on a ici un paradoxe, c'est-à-dire qu'on tient à la fois à cette énergie parce qu'elle semble nous assurer de la souveraineté, et à la fois on n'est pas certain de ses effets. On est aussi gouverné par ce principe de précaution qui nous impose beaucoup de prudence finalement dans nos recherches. Donc il y a ce paradoxe-là, mais je crois que l'urgence n'est pas en effet celle d'une sortie du nucléaire qui est absolument incontrôlée et presque sentimentale et passionnelle. Il faut évidemment chercher des solutions alternatives sans rejeter les bonnes choses qu'on a déjà trouvées, à mon sens. Là, il y avait un des thèmes, c'était l'indépendance sur le plan de la santé. Anne-Charlène le disait, on avait vu avec la crise du coronavirus qu'il y avait un certain nombre de médicaments importants qui sont fabriqués en Chine, qu'on a eu du mal à rapatrier au moment où on avait besoin. Mais en même temps, est-ce qu'on n'a pas été un peu déformé par cette crise de la Covid parce qu'après tout, faire fabriquer des médicaments qui coûtent moins cher ailleurs, en temps normal, c'est plutôt pas mal.
Oui, on a sûrement été déformés par cette crise et je crois que cette crise a montré la dépendance absolue que nous avons, mais pas uniquement en matière de santé, que nous avons dans l'ère moderne Ah oui, oui. les uns avec les autres. Alors c'est ce qui a fait aussi la force de cette mondialisation, c'est-à-dire qu'on a dit qu'on pouvait être aujourd'hui citoyen du monde et c'est ce qui a fait cette force-là. Mais dans les situations de crise, une part d'indépendance, elle est réapparue nécessaire, notamment pour des raisons d'urgence. C'est-à-dire que si on n'a pas le temps, si on n'a pas la possibilité d'avoir des contacts avec l'extérieur, c'est important qu'on puisse se débrouiller tout seul. Je crois qu'il ne faut pas fantasmer autour de cela non plus. Une part d'indépendance, elle est nécessaire. Rejeter le bébé avec l'eau du Ouais. bain, c'est un peu évidemment aller dans les excès. Donc il y a une prise de conscience qui a été intéressante. Après, de là à parler de toute la recentralisation de la main-d'œuvre, évidemment, ces choses-là sont absolument impossibles à gérer. Stéphane Bonson, il n'y a pas de mondialisation heureuse au fond. Moi, je pense. On est dans une période, en tout cas, où la mondialisation est assez contestée. On le voit dans les sondages. Hein. Oui. Sauf qu'on s'en sortira pas. Sauf, voilà. Je crois qu'il y a une mondialisation fondamentalement heureuse, au-delà de tout ce qu'on peut dire et des slogans politiques qui, eux, ne font que passer et séduire ponctuellement certaines clientèles électorales. Ce à quoi je pense nous sommes confrontés, c'est une interdépendance. Et cette interdépendance, elle est à la fois positive et souhaitable dans de multiples domaines. On parle du réchauffement climatique, de la recherche scientifique, etc. Tout cela ne peut pas évidemment se concevoir à une échelle locale, régionale, nationale. Tout cela ne peut se concevoir qu'à une échelle planétaire si on veut raisonner de manière efficace. Et c'est évidemment là toute la difficulté. On le voit bien pour cette question de l'énergie nucléaire. Il suffit qu'à quelques centaines ou milliers de kilomètres, on rallume des centrales à charbon pour que tout l'équilibre qui a pu être plus ou moins atteint soit totalement bouleversé. Donc cette interdépendance, elle est, me semble-t-il, pour une large part un atout, et elle doit être cultivée tout en considérant que sur des questions d'ordre stratégique et exceptionnel, on peut parler en effet de stocks stratégiques qui permettent, dans des moments de crise, de faire face. Mais je ne crois pas une seconde à cette affaire d'indépendance climatique, énergétique, etc. Les choses se régleront tous ensemble ou ne se régleront pas. Justement, Jean-Philippe Dugoin-Clément, alors il y a cette COP régionale avec ces 200 mesures dont vous parliez, mais la lutte contre le réchauffement climatique, par exemple, la lutte pour un meilleur environnement, Stéphane vient de le dire, elle est mondiale. Et quand on voit, par exemple, le président Trump dire quand il y a les incendies qui ont ravagé la Californie, bon, vous savez, ça passera et le réchauffement climatique, ça n'existe pas. Est-ce que ça ne rend pas un peu difficile de lutter justement pour un meilleur environnement ou pour un apaisement climatique? Et quel est le rôle, au fond, d'une région par rapport à cet enjeu mondial? C'est de prendre sa part. Vous savez, c'est la théorie du colibri ou c'est la parabole du colibri. C'est que si chacun ne prend pas d'une certaine manière sa part, on ne s'en sortira pas. Le rôle de la région Île-de-France, il est particulier. On est la première région française, la deuxième région européenne en termes de population. On représente 12 300 000 habitants, c'est une population supérieure à la Belgique. Enfin, c'est quasiment un État. En tant que région, nous n'avons pas les compétences régaliennes d'un État, mais on représente un État européen d'une certaine manière. Et donc, notre sujet, c'est comment est-ce que nous agissons concrètement dans les secteurs qui relèvent de nous. Alors après, bien évidemment, ce qui se passe aujourd'hui avec la disparition du permafrost, qui est un sujet d'emballement de production des gaz à effet de serre absolument colossal en Sibérie, ce qui se passe avec Bolsonaro au Brésil, la conception climato-sceptique que peut avoir un Donald Trump qui brasse énormément de vent. Alors, peut-être que ça rafraîchit le climat, j'en sais rien. Sur ces sujets-là, rendent parfois pessimistes sur ce à quoi on peut être confronté. Mais je crois que notre rôle, c'est que chacun prenne sa part. C'est que chacun agisse là où il peut, dans son domaine de compétences, et essaye d'inciter, d'accompagner les autres à le faire. Vous savez, nous, régions, alors effectivement, on travaille sur notre territoire régional, mais en même temps, on travaille sur un certain nombre de coopérations. On a une douzaine de
coopération avec des pays de langue, d'histoire ou de patrimoine culturel francophone qui souvent ont des liens avec l'Île-de-France de par des populations issues de ces pays qui vivent en Île-de-France. On pourrait parler de certains pays africains, du Vietnam, de l'Arménie, et que nous accompagnons en termes de partenariat, en termes de coopération, en termes d'études, en termes de gestion de déchets, en termes souvent de questions environnementales, en termes de lutte contre la pollution de l'air. Donc c'est aussi essayer, dans le cadre des moyens ou des compétences qui sont les nôtres, eh bien, de travailler, d'avoir des liens. Vous voyez, sur cette COP, on avait par exemple des représentants de Dakar, on avait le gouverneur adjoint d'Abidjan au Côte d'Ivoire, qui sont des régions avec lesquelles nous travaillons, nous essayons d'avoir des liens, parce qu'il y a les mêmes problématiques. Vous voyez, la semaine prochaine, on va adopter une stratégie régionale pour l'économie circulaire, après le plan régional de gestion et de réduction des déchets l'année dernière. Une stratégie de l'économie circulaire, par exemple, c'est comment on réduit l'impact carbone sur le bâti, en devenant moins dépendant, en essayant d'aller vers une réutilisation des matériaux de déconstruction dans le bâtiment. On sait que le bâtiment est un des facteurs majeurs de production de gaz à effet de serre avec les transports dans notre région. Eh bien, la région d'Abidjan travaille également sur la mise en place d'actions pour développer une économie circulaire, avec des problématiques qui peuvent être différentes. Mais vraiment, je crois que le rôle qui est le nôtre, c'est non seulement de faire chez nous, mais d'essayer de faire partout où on peut accompagner. Après, quand on parle de Trump, de Bolsonaro, eh bien, c'est le travail d'État à État. Et effectivement, on ne fera pas la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte pour la transition environnementale tout seul. Et c'est aussi des fois les limites de quelques prises de position extrêmement dogmatiques ou doctrinaires qu'on peut voir dans notre pays et qui, à la limite, ont une logique quasiment de culpabilisation sur des choses qui peuvent être relativement anecdotiques ou qui peuvent rendre l'écologie profondément impopulaire, plutôt que de s'intéresser aux problèmes macro. Je ne vais pas revenir sur ces maires qui confondent dogmatisme et écologie avec les sapins de Noël. Enfin, on va en parler tout à l'heure. Peut-être, il y a un débat là actuellement en France, puisque c'est celui sur la 5G. Je voudrais qu'on l'aborde maintenant. C'est le deuxième chapitre de l'émission, c'est donc la 5G. Alors, justement, le développement de la 5G, il y a eu cette phrase du président de la République, je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine. C'est vrai qu'il y a un débat sur la 5G, il y a des sondages d'ailleurs assez contradictoires. Certains disent que 65% des Français seraient opposés à la 5G, mais il y a un autre sondage paru dans le Parisien qui montre que même une majorité d'écologistes sont pour la 5G, donc on ne va pas se fier aux sondages qui ont peu d'importance. Vincent Couronne, est-ce que vous comprenez, vous qui avez une mauvaise liaison Internet, non, je plaisante, est-ce que vous comprenez ce débat sur la 5G ? Alors, bonne question, Patrice. Je suis toujours pas passé à la 5G, mais pourtant, là, ma connexion aujourd'hui en France fonctionne bien. Comme quoi, en fait, le problème de la 5G, je pense, c'est que beaucoup de gens ne voient pas les apports concrets de la 5G. Il y a ceux qui sont déjà à la 4G et qui trouvent ça très suffisant, et puis ceux qui n'ont pas accès à Internet, tout simplement, et qui se disent que ça ne changera rien pour eux. Et puis, il y a aussi, je pense, le fait que pendant la crise sanitaire, il y a un jeu troublé par le docteur Didier Raoult, qui a quand même pas mal atteint la crédibilité des scientifiques, et on ne compte plus les théories complotistes sur la Covid et comment dire, ces gens-là, en fait, dans ces circonstances, comment peuvent-ils faire confiance à la 5G? Et le débat sur la 5G, c'est donc, on peut dire, à mon avis, je pense que c'est la préfiguration de ce que notre société, du tout médias sociaux sera demain, c'est-à-dire une polarisation des positions partisanes, des camps qui ne se parlent plus. Si on regarde sur la 5G, les promoteurs disent que cette technologie va nous sauver, va tout révolutionner. Les détracteurs disent qu'elle va, quasiment, j'exagère à peine, nous tuer, en tout cas nous rendre malades. Et bon, voilà, donc on est dans cette situation-là.
Et du coup, comme personne ne s'écoute, eh bien, le gouvernement ne prend pas en compte les arguments des opposants et on les compare à des Amish, alors que certains, peut-être, ont des choses intéressantes à dire. Si on regarde notamment dans les pays qui ont déjà mis en place la 5G, on remarque qu'il n'y a pas une grande différence avec ce que la 4G a apporté, mais c'est vrai que peut-être que ça va prendre du temps, etc. Donc, je pense que le vrai problème aujourd'hui, c'est que on est dans une polarisation qui fait que plus personne ne s'écoute et les arguments des uns et des autres ne sont plus entendables. Jean-Philippe Dugoin-Clément sur la 5G, vous qui êtes en effet responsable de l'écologie et du développement durable au Conseil régional, quel est votre point de vue? Écoutez, déjà, je ne ferai pas la liaison entre le Kamasutra et les Amish sur ce sujet ou sur aucun autre. Ensuite, sur la 5G, très clairement, on a eu exactement les mêmes débats, les mêmes peurs par rapport au déploiement de la téléphonie mobile, de la 3G, de la 4G. On mesure les craintes, les peurs qu'engendre tout changement. Tout changement. Je rappelle que les mêmes mouvements qui aujourd'hui sont contre la 5G sont ceux qui avaient en Île-de-France interdit le déploiement du Wi-Fi dans les lycées, alors créant une fracture sociale extrêmement forte pour des lycéens défavorisés. La 5G, effectivement, je pense qu'il y a un rôle d'explication extrêmement fort parce que beaucoup de Français ne voient pas l'apport, l'intérêt, la nécessité. Il y a un besoin d'explication pour rassurer par rapport aux craintes. La réalité de la 5G, c'est que ça ne joue pas tant sur les niveaux de consommation individuelle sur ces téléphones, c'est que c'est le déploiement des services en ligne. Quand on parle d'outils intelligents, quand on parle de voitures intelligentes, quand on parle de toutes les évolutions potentielles, on a besoin de débits beaucoup plus importants. Quand on nous explique que, et c'est une réalité, que pour réduire le bilan carbone, pour réduire le niveau de pollution, il faut arriver à développer, à massifier le télétravail, il faut arriver à massifier le rapprochement travail-domicile, il faut arriver à s'appuyer sur des services nouveaux, on ne pourra pas le faire sur la 5G. Donc je pense qu'il y a un moment où on ne peut pas, quand on est élu, s'amuser uniquement à surfer sur les peurs, à rajouter sur les angoisses. Il y a un moment, un devoir de responsabilité, un devoir d'explication et un devoir de savoir vers quoi on veut aller. Voilà, le tout sans aucune provocation, en tenant compte des peurs légitimes qui sont celles des Français. Et vous savez, très souvent, les gens ont peur du changement, quel qu'il soit. Ils ont peur de l'évolution. Et le rôle des responsables publics, c'est quoi? C'est d'expliquer, c'est de rassurer, c'est de justifier, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on le fait. Il y a une histoire que raconte un ingénieur comme ça qui dit qu'à chaque fois qu'on installe un poteau satellite, il y a tout de suite des plaintes de gens qui disent qu'ils ont mal à la tête et tout ça. Et les types racontent et qu'est-ce qu'ils vont dire quand ça sera branché. Mais c'est un peu, ça résume un peu ces peurs. Très rapidement, Anne-Charlène, pour ou contre la 5G, vous? Partagé, évidemment, je rejoins tout ce qui a été dit, notamment par Vincent Couronne. Évidemment, on ne débat plus, à part heureusement dans cette fabuleuse émission de PAF, mais on n'a pas de possibilité d'entendre des arguments pro, des arguments contre, qui soient vraiment crédibles et sur lesquels on puisse prendre du temps. L'inconvénient de la 5G aussi, c'est qu'on a l'impression que la technologie a avancé plus vite que la recherche, puisqu'on ne connaît pas encore les effets précisément de quelque chose que nous n'avons pas encore mis en place. Mais du coup, ça donne un peu le sentiment d'être devant Big Brother, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui évolue tellement vite qu'on n'a plus le temps de maîtriser les effets que cela peut avoir. Et je crois que c'est ça qui nous inquiète profondément dans notre avenir, dans notre écologie, dans notre bien-être au niveau de la santé aussi, c'est qu'on s'inquiète de quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas dans ses effets. Donc peut-être que si les décideurs arrivaient à nous dire que des études ont été faites et plusieurs décisions de justice ont été rendues justement sur la 5G en précisant que c'était encore quelque chose qui est dans l'expectative. Donc le jour où on aura du concret, peut-être que cela permettra de nous rassurer. J'ai l'impression qu'on commence à anticiper un débat sur quelque chose qui n'est pas encore certain. Donc c'est peut-être ça qui suscite beaucoup d'angoisse. Stéphane Manson, vous qui avez un téléphone 1G,
Je pense que... J'ai un téléphone de la deuxième génération. Oui. Donc, Donc vous n'êtes pas concerné. Non, je suis concerné en tant que citoyen. Non, mais enfin, je me suis documenté sur les possibilités et les avancées remarquables que cette 5e génération peut apporter. Je pensais par exemple à la télémédecine, etc. C'est absolument indéniable, mais d'autre part, je pense qu'on supporte de moins en moins de ne pas savoir et que nous n'acceptons pas de ne pas savoir. Et donc, la sagesse dont il faudrait qu'on essaie de s'approcher tous, c'est que tant que je ne sais pas, je suspends mon jugement. Et Vincent Couronne avait raison de faire allusion au professeur Didier Raoult qui a décrédibilisé pour des décennies une partie de la parole scientifique. Ou ce sondage qui demandait aux Français quels étaient de se prononcer sur les effets de l'hydroxychloroquine. Je pense que le sondage qui disait oui, on est pour l'utilisation de la chloroquine. C'est la première fois qu'on voyait un sondage sur savoir quel médicament il fallait utiliser. Ça me fait un peu penser à cela. Moi, cette 5e génération, je ne suis pas scientifique dans ce domaine-là, donc je ne sais pas. Je suspends mon jugement pour l'instant. Alors, je crois que Florence a un avis assez tranché. On va peut-être organiser un petit duel. Alors, vous avez 1 minute chacun pour ou contre la 5G. Alors, je pense que Jean-Charles, vous êtes pour. Florence Mercadé-Choquet, vous êtes plutôt mesuré. Voilà. On va commencer par les arguments pour. Alors, assez rapidement, 1 minute chacun. Jean-Charles Lajoigny. Alors, il y a le premier argument, c'est qu'on ne peut pas être toujours les seuls à toujours tout critiquer et tout remettre en cause. C'est-à-dire que le monde entier va s'équiper en 5G et il y a quelques personnes qui voudraient que la France reste un peu comme au temps d'Astérix, le petit village gaulois, bien enfermé en disant nous, on est plus intelligents que les autres, on sait, on est tous scientifiques, 67 millions de Français qui savent qui maîtrisent parfaitement les normes techniques pour savoir si c'est bon ou pas bon. Donc, il faut arrêter avec ça. On va pas. La Corée du Nord, pour moi, n'est pas un modèle. Et je veux dire, donc, on part sur la 5G, bien évidemment. Après, la seule vraie question, elle n'est pas tant pour ou contre la 5G, mais plutôt qu'est-ce qu'on va faire de la 5G et que tous les gens qui hurlent contre la 5G feraient mieux, déjà à titre personnel, de beaucoup moins se connecter. Parce que si la 5G les intéresse, qu'ils ne passent pas leur vie sur leur ordinateur, sur leur téléphone, en télétravail, en faisant leurs courses sur Internet, etc. C'est un changement de société. Donc, il faut, puisqu'on pousse les gens inexorablement à rester chez eux, à regarder la télévision 24 heures sur 24, à faire leurs courses sur Internet, au moins autant que tout cela fonctionne. C'est probablement pas une société rêvée, mais puisqu'on va avancer vers une société absolument dramatique à plein d'autres points de vue, voilà, la 5G est absolument indispensable. Encore une fois, arrêtons d'être toujours contre tout. Alors voilà, parole à l'attaque de la 5G, si je peux dire. Florence Mercadé-Choquet. Alors j'ai une première réflexion, c'est que je suis très étonnée quand même de la déclaration de notre président, dès lors qu'il avait quand même dit par rapport au rapport rendu par les citoyens demandant un moratoire sur la 5G, et il nous a bien dit qu'il allait tout appliquer de ce rapport, ce qu'il ne fait pas, puisqu'en gros, il traite les citoyens d'amiches qui avaient demandé un moratoire, ce que je trouve quand même un peu surprenant. Ensuite, il faut regarder la 5G telle qu'elle est aujourd'hui. Je suis assez effectivement convaincue qu'en termes de recherche scientifique, technologique, c'est quelque chose d'assez formidable. Mais il y a deux choses. Il y a d'une part, effectivement, tout ce qui est recherche, où ça me paraît important, tout ce qui peut être sur la santé, sur l'évolution des technologies, tout ça, j'ai pas de débat là-dessus. Aujourd'hui, il y a notamment, il y a eu un rapport qui a été rendu, dont le Monde s'est fait écho hier, où actuellement la 5G est en Corée du Sud, en Angleterre, en Allemagne et en Irlande. Et le rapport indique que c'est plutôt, pour le moment, en l'état, c'est plutôt un échec. Parce qu'il y a des endroits où la 5G passe pas, où il y a une conversation téléphonique, ça coupe, alors que la 4G passe très bien. Donc il y a quand même des problèmes techniques qui ne sont pas du tout résolus aujourd'hui. Et pour les individus, honnêtement, le fait de télécharger un film en 1 minute au lieu de le faire en 2 minutes, je pense que ça apporte pas grand-chose. Vous pensez qu'on a le temps d'attendre, donc bah oui, non, mais enfin bon, un peu dans la patience. Bah oui, non, surtout quand ça dure 1 minute de moins, quoi. C'est pas la 4G. Moi, je sais que ça marche très bien en termes de télétravail.
autour La de fibre moi. marche Il y a bien la aussi. fibre qui marche super bien. Donc, je pense que déjà, il faudrait pouvoir mailler le territoire et l'intégralité du territoire où il y a des zones blanches encore aujourd'hui et où manifestement pas grand monde s'y intéresse. Donc, avant de pouvoir déployer quelque chose qui n'est pas au point du tout aujourd'hui, manifestement. Et puis enfin, il y a un problème de protection de nos données, puisqu'on sait qu'il y a Huawei qui est derrière, quand bien même après on aura Orange, Free et compagnie. Mais ça n'empêche qu'il y a Huawei derrière qui va mettre les tuyaux et il faut faire très attention aux données qui vont pouvoir être captées par les Chinois. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète. Merci. Alors chacun se fait son idée. Je ne demande pas le jugement du président en mensonge, puisque je sais que vous préférez attendre. Jean-Philippe Dugoin-Clément, sur ce sujet, je reviens sur ce que disait Jean-Charles Lajoigny. C'est vrai que dans la COP régionale, il y avait une table ronde sur le thème « Travailler autrement », et notamment sur le télétravail. C'est vrai que le télétravail va devenir de plus en plus présent. Et c'est vrai qu'il faut le faciliter aussi. Et de ce point de vue, la 5G peut être aussi une facilitation et peut-être un outil du changement de nos façons de travailler. Bien sûr, ça y contribue. Après, sur le télétravail, il y a plusieurs sujets. Il y a l'adaptation des entreprises au télétravail, l'adaptation des modes de vie au télétravail, jusqu'à quel point il est soutenable et souhaitable, parce qu'en sens inverse, c'est quelque chose qui peut aussi, notamment chez des personnes les plus en situation de fragilité, créer des phénomènes d'isolement, des phénomènes quasiment d'enfermement. Vous voyez, quand on parle du sujet d'égalité femmes-hommes, ça peut aussi être un facteur parfois d'augmentation d'un certain nombre de disparités, d'inégalités, de renforcement d'emprisonnement ou d'enfermement. Donc le télétravail, on est bien évidemment pour, y compris parce que c'est un des moyens de lutter contre la pollution de l'Île-de-France, contre la sursaturation des réseaux routiers, que c'est un moyen, peut-être artificiellement, mais un moyen de rapprocher domicile et travail, que c'est également un moyen de lutter contre l'étalement urbain. L'un des sujets qu'on porte aujourd'hui en Île-de-France, qu'on a réaffirmé dans le cadre de cette COP, c'est le ZAN. Le ZAN, c'est le zéro artificialisation nette, que nous inscrirons dans le cadre du schéma régional de développement francilien. Comment est-ce que dans une région qui augmente de 60 000 son nombre d'habitants annuellement, où l'épicentre parisien perd 8 à 10 000 habitants, on arrive à protéger des terres naturelles, oui, à rester une région agricole avec 50% de terres naturelles, 25% d'espaces forestiers. Ça veut aussi dire récupérer des espaces de bureaux, réaménager des espaces de bureaux non utilisés ou qu'on peut récupérer en réduisant la masse. Ça veut dire travailler sur des friches. Ça en fait partie. Très bien. Un mot, Florence Mercadé-Choquet, sur le télétravail ? Je pense que le télétravail doit être d'abord appuyé sur le volontariat, parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas le télétravail, qui n'aiment pas travailler chez eux ou qui ne sont pas capables de pouvoir se concentrer plusieurs heures en restant chez eux et qui ont besoin de la relation sociale avec les autres. Là, actuellement, il y a des discussions entre les partenaires sociaux sur la possibilité de mettre en place un accord peut-être évolutif par rapport à ce qui existe, parce qu'il y a quand même beaucoup, il y a à la fois de la législation et des accords de branche et des accords d'entreprise. Mais moi, je ne suis pas favorable à un télétravail à 100%, comme on l'a vu, mais on n'avait pas le choix pendant le confinement, parce qu'il y a pas mal de personnes qui en ont souffert. Effectivement, je pense que ça va générer des inégalités hommes-femmes, puisque ce seront plutôt les femmes qui vont être... rester à la maison. Voilà, c'est ça, rester à la maison, s'occuper des enfants et travailler. Donc tout en même temps, donc ça c'est quand même un peu compliqué. Qu'on fasse du télétravail 2 jours par semaine, pourquoi pas, mais du coup, ça ne permettra pas, comme vous le disiez, monsieur, de récupérer des bureaux, dans le sens où il faut qu'il y ait quand même des gens qui soient là, qui se parlent, parce que des équipes. entreprises peuvent être intéressées, justement, parce qu'il y a moins d'investissement sur les mètres carrés de bureaux grâce au télétravail. Oui, c'est-à-dire qu'on va tourner dans les bureaux et ça va être autre chose. Oui. C'est vrai, on va voir, c'est une tendance intéressante quand même. On va voir, en effet, jusqu'où elle peut aller. Philippe Dugoin-Clément, vous parliez tout à l'heure des maires écolos qui ont eu des propos peut-être inquiétants. Justement, c'est la question qu'on va poser. Est-ce que ces écolos sont inquiétants ? On parlait de la 5G. Il y a le maire de Grenoble pour qui la 5G, ça sert juste à regarder
des films porno dans l'ascenseur. Bon, vous avez bien vu le maire de Lyon qui a qualifié le Tour de France de machiste et de polluant, qui est d'ailleurs taclé dans son édito par Franz-Olivier Gisbert sur une autre affaire, c'est-à-dire qu'il a refusé d'aller à une cérémonie catholique qui date depuis les années 1600 et à laquelle tous les maires de Lyon, y compris Gérard Collomb, qui est franc-maçon, assistaient. Au nom de la laïcité, il n'a pas voulu assister, et le lendemain, il posait la première pierre d'une mosquée à Gerland. Ce qui fait dire à Gisbert qu'au fond, les écolos sont frappés par l'islamo-gauchisme. On pourrait parler du maire de Bordeaux et des sapins, de la maire de Rennes qui autorise à certains horaires les burkinis dans les piscines municipales. Stéphane Monson, est-ce que derrière ces déclarations qui sont peut-être juste de la maladresse, mais est-ce que ça dévoile peut-être le vrai visage d'une certaine partie, en tout cas, des écologistes ? Absolument, je suis d'accord. Je suis convaincu que ce ne sont pas des maladresses, puisqu'on a affaire à des élus qui ne sont pas, si j'ose dire, nés de la dernière pluie. La galaxie verte est d'une telle hétérogénéité, la galaxie politique. Il y a presque autant de courants qu'il y a de membres. Et encore, j'allais dire, Europe Écologie Les Verts, c'est la structure politique la plus visible, mais il y en a beaucoup d'autres. C'est une nébuleuse qui est extrêmement dense. Donc ce discours-là, vous avez oublié aussi la savoureuse décision du maire de Lyon qui considère désormais que tous les textes issus de la ville de Lyon doivent être rédigés en écriture dite inclusive, qui, de mon point de vue, est une écriture ségrégationniste, qui, là où notre orthographe et notre grammaire unit, qui là désunit totalement, divise. Donc non, tout cela ne m'étonne absolument pas. Je reconnais chez les Verts une constante dogmatique et arrogante qui ne m'étonne absolument pas. Vincent Couronne, vous qui êtes vert. Non, je plaisante. Mais écoutez, Patrice, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Stéphane Monson. Simplement, donc je me rallie à la plupart de ce qu'il a dit. Simplement, je rajoutais une chose pour essayer un petit peu de les sauver, les pauvres. Oui. C'est que ils ont remporté des grandes villes. Ils sont l'objet d'une attention médiatique particulière. Et je pense que on scrute, on épluche leurs décisions, leurs déclarations à la loupe, et qu'il y a un effet déformant dans les médias de toutes ces déclarations-là, et qu'en réalité, si on regarde l'ensemble des maires en France et même d'autres grandes villes, on peut retrouver des déclarations parfois tout aussi irritantes, scandaleuses, etc. Bon, voilà, simplement, je pense que les Verts occupent un peu le devant de la scène en ce moment. Ça va sans doute se calmer. Je suis pas sûr que... Alors ça les embête probablement pour 2022. Je suis pas certain que ça soit rédhibitoire. Voilà, tout simplement parce que je pense qu'il faut qu'ils apprennent l'école de la communication grand public quand on est au pouvoir. Donc voilà. Pour vous, c'est juste un problème de communication, Anne-Charlène Bézina-Duclercq? Un peu les deux, c'est-à-dire qu'à mon avis, on a affaire ici à un parti qui n'est pas historiquement un parti de gouvernance et qui a donc ici à faire face aux premiers errements de la communication politique, c'est-à-dire de prendre des décisions qui sont des purs artifices, qui sont des décisions du buzz et qui n'auront absolument aucune pérennité. Ça, c'est un peu le premier danger et malheureusement, ils ont un peu foncé, tête baissée là-dedans. Après, c'est sûr qu'il y a évidemment une pression qui pèse sur eux, donc peut-être aussi que nous avons mis les sunlights sur quelques décisions un peu d'affichage, mais moi je crois profondément que, en tout cas pour 2022, c'est quelque chose qu'il faut qu'on médite, c'est-à-dire que l'écologie est un peu une étiquette que l'on pousse de manière générique comme la gauche et la droite, et que finalement au niveau identitaire, on n'arrive plus vraiment à savoir ce que c'est. Alors c'était un peu le dernier parti dont on avait le sentiment qu'il avait une idéologie qui était forte et qui était cohérente, mais en effet elle est loin d'être unique parce que la verdure, l'écologie, c'est l'avenir, donc tous les partis peuvent se l'approprier. On va y revenir là-dessus. Encore une cohérence. C'est vraiment une question qu'il va falloir se poser.
Mais c'est vrai que là, on entend plutôt le discours punitif. Alors, je sais que Jean-Charles, vous êtes partisan des Verts et vous les défendez. Là, je suis absolument admiratif des Verts parce que normalement, on dit toujours que la bête avance masquée, mais là, les bêtes avancent démasquées. C'est-à-dire que là, ils sont d'une rigoureuse honnêteté. Je ne vois pas la moindre maladresse dans ce qu'ils ont dit. Ils expriment simplement ce qu'ils pensent profondément. C'est-à-dire que le maire de Lyon pense profondément que la patrouille de France, c'est de la merde, pense que le Tour de France, c'est de la merde. Le maire de Bordeaux pense qu'effectivement, il vaut peut-être mieux que chacun ait un sapin en plastique fabriqué en Chine au lieu d'un sapin de Noël qui aura été fabriqué pour. Ils ne sont absolument pas... il n'y a pas de mensonge. C'est-à-dire que là, au moins, je leur donne un énorme satisfecit. On voit qui ils sont, on voit ce qu'ils pensent. Je rejoins alors 100% François-Olivier Gisbert. Ils tombent bien évidemment à pieds joints, mais c'est même pas un piège. C'est dans ce qu'ils appellent de leur vœu, cette espèce d'islamo-gauchisme. Je pense que ce qui les définit le mieux, je ne sais plus quel homme politique avait dit ça, il avait dit les verts, c'est vraiment des pastèques, c'est-à-dire vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. On en est vraiment là, quoi. C'est-à-dire que, encore une fois, pas de maladresse. Ils pensent vraiment ce qu'ils disent. C'est probablement ça le drame, mais ça a au moins le mérite d'éclairer les électeurs. Et je pense qu'à Bordeaux, à Lyon, à Grenoble, partout, il y a des gens qui se disent j'aurais dû aller voter. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et c'est terrible. Florence Mercadé-Choquet. Juste en un mot, effectivement, bon, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais je pense que les électeurs, ceux qui ont voté pour les Verts, ont voté d'abord avec une volonté environnementale. Et quand on voit l'histoire du Burkini ou l'écriture inclusive, ça n'a strictement rien à voir avec le bulletin vert. Mais ça va avec. Et je pense qu'il y a toute une partie d'électeurs qui doivent un peu tomber de l'armoire et qui n'y reviendront peut-être pas. Alors Jean-Philippe Dugoin-Clément, ça pose une question politique. Vous êtes membre de l'UDI, vous êtes engagé sur les questions d'environnement. Est-ce que justement, et on voit par exemple le PR essayer de travailler cette question sur laquelle ce mouvement est un peu en retard, est-ce que justement il y a peut-être une part de gâteau à prendre pour les autres mouvements politiques qui ne sont pas les Verts, justement, qui sont les partis politiques plus classiques, mais est-ce que là, il y a un effort à faire de votre côté ? Oui, alors l'écologie, déjà, elle n'appartient à personne. Moi, je suis membre du parti de Jean-Louis Borloo, de Chantal Jouanneau, qui a été créé par Simone Veil, qui est un parti profondément écologique sur ses bases. C'est l'engagement que je porte à la région Île-de-France pour Valérie Pécresse. L'environnement, il n'est pas de gauche, de droite, du centre ou d'ailleurs. Et ce qui est absolument scandaleux, c'est qu'on a eu depuis des années un accaparement de la cause environnementale sur un label dit les Verts anciennement, Europe Écologie Les Verts aujourd'hui, et où en fait, c'est devenu une sorte de pensée unique. C'est devenu une sorte on vous impose les tables de la loi parce que si c'est labellisé vert, c'est de là que ça doit venir. C'est pas vrai. L'écologie concrète, on la porte nous dans les territoires, on la réalise au quotidien. Vous savez, aujourd'hui, Europe Écologie Les Verts, c'est la plus grande machine à greenwashing qu'il n'y a jamais eu. On a recyclé toute l'extrême gauche, toute la gauche radicale sous un label dit environnemental. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Les gens qui ont voté de toute bonne foi parce qu'ils veulent plus d'environnement, ils veulent qu'on accompagne une écologie positive, une écologie soutenable dans leur commune. Ils ont voté vert parce qu'ils ont voté pour un label. Et ils se sont fait avoir parce qu'à la place, ils ont eu des militants d'extrême gauche qui se sont repeints en vert pour profiter d'un vent électoral. Je crois qu'il y a un véritable enjeu là-dessus. Il y a un véritable danger si on n'explique pas, si on ne porte pas ces sujets-là. Mais de grâce, il faut vraiment qu'on arrête de stigmatiser et de caricaturer les choses. Et puis, vous savez, pour finir, je crois qu'on est profondément sur... Il y a eu un livre qui est Le peuple contre la démocratie. Moi, mon sentiment aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup d'élus verts où on a les élites contre le peuple. Parce que quand on est contre le Tour de France, quand on est contre la patrouille de France, quand on est contre le sapin de Noël, qui d'ailleurs peut être planté, si le maire de Bordeaux veut pas d'un arbre mort, eh bien qu'il plante un sapin en centre-ville et il n'aura pas besoin de le couper. Qui, s'il est coupé, peut être recyclé, réutilisé, peut servir pour travailler sur des matériaux biosourcés, donc peut avoir une deuxième vie derrière. On est véritablement sur des postures qui sont des postures où on vient vendre absolument tout sauf de l'écologie. Et je crois qu'on aurait tous à gagner, quelles que soient les formations politiques, à s'emparer beaucoup plus visiblement de ces questions pour ne pas les laisser à des gens qui aujourd'hui ont une vision intégriste des choses. Alors merci. Et justement, je rappelle sur le Tour de France quand même
il y a le maillot jaune, mais il y a quand même aussi le maillot vert. Donc, ils auraient pu y penser. Il nous reste à peine moins de 8 minutes. Alors, on va aborder 2 sujets, mais je vous demande de les aborder rapidement. Peut-être quand même un mot sur les sondages qui montrent une France très angoissée. C'est ce nouveau chapitre, la France angoissée. Alors, je vais vous demander de réagir assez rapidement. C'est un baromètre Ipsos pour Le Monde, la Fondation Jean Jaurès et l'Institut Montaigne. 60% de nos compatriotes pensent que la mondialisation est un danger. On en parlait tout à l'heure. 55%, ils étaient 46% l'année dernière déjà, mais enfin 55% sont pour le retour de la peine de mort. Est-ce que, très rapidement, Stéphane, par exemple, vous comprenez, ça veut dire quoi? Il y a une sorte d'angoisse, il y a une sorte d'angoisse et il y a une sorte de demande d'un pouvoir fort et autoritaire. Est-ce qu'il y a une vraie crise de l'autorité, au fond? Est-ce que c'est un des mots de la France contemporaine? Alors, dans ce que vous dites, ça appelle 2 observations de ma part. La première, c'est que la France est angoissée, mais je l'ai toujours connue angoissée. Oui. Enfin, voilà. La France a peur, comme disait. J'allais faire cette référence magistrale à Roger Gicquel. Quel Coluche disait, quand un avion s'écrase, oui, c'est sur les chaussures de Roger Gicquel, que les plus jeunes n'ont pas connu. Oui, je ne sais pas ce que ça veut dire être angoissé. Moi, d'accord, on peut être angoissé par tellement de choses, mais il y a aussi des signaux qui peuvent être rassurants. Et puis, la crise de l'autorité, qu'est-ce que vous voulez? Alors, ça irait tellement mieux si on réinstaurait la peine de mort. On sait parfaitement, c'est toujours la même histoire, que Patrick Henry était à la sortie du palais de justice de Troyes, où on venait de condamner à mort Bontemps et Buffet, je crois que c'était. Bontemps et Buffet. Oui. Et puis le même Patrick Henry qu'on a retrouvé ensuite, qui a échappé à la peine de mort grâce à Robert. Non, ça n'est pas dissuasif, c'est pas ça qui va. Donc la face de la France ne va pas changer si on réinstaurait la peine de mort. On sait que ça ne sert à rien de ce point de vue-là. La crise d'autorité, alors c'est vrai, ça irait tellement mieux si, le frère de Villiers, le général de Villiers était à l'Élysée avec le chef. Il nous faut un bon chef, une bonne guerre, nom de Dieu, etc. Tout fout le camp. Mais non, ce qui est très paradoxal, c'est qu'à la fois, il y a cette demande qu'on voit dans les sondages et en même temps, on voit des comportements, les anti-masques, on voit les gilets jaunes qui manifestent alors que les manifestations sont interdites. Alors, il y a ces 2 courants, comme s'il y avait un peu 2 France, peut-être. Ça, il y en a plus de 2, mais c'est ce que disait Vincent tout à l'heure. C'est-à-dire que maintenant, celui qui ne pense pas comme vous, c'est plus un adversaire ou quelqu'un avec qui dialoguer, c'est un ennemi qu'il faut supprimer. Donc, rééduquons un peu les choses, rééduquons les gens. Il faut expliquer que on a le droit de ne pas être d'accord et que c'est plutôt bien qu'on ne soit pas tous d'accord. Mais sauf qu'à un moment donné, il faut tout de même admettre qu'on puisse avancer à peu près dans la même direction. Donc, crise de l'autorité. Autorité, ça ne signifie pas arbitraire. Une autorité légitime, dès lors qu'elle obéit à des canons qui sont fixés par l'ordre social, des canons démocratiques, républicains, le respect des règles, etc. Moi, l'autorité ne me choque pas. Si elle est légitime, elle me choque si elle devient arbitraire. Vincent Couronne, rapidement, mais c'est aux spécialistes de droit européen que je m'adresse. De toute façon, le retour de la peine de mort en France n'est pas possible, je crois, juridiquement, non? Disons que ça serait possible si on révisait la Constitution et si on sortait de l'Union européenne et qu'on sortait du Conseil de l'Europe aussi. Donc, pourquoi pas rétablir la peine de mort? C'est compliqué. Moi, je suis carrément opposé, mais en tout cas, c'est assez compliqué. Il faut en comprendre les conséquences. Juste un mot sur la peine de mort. Dans un vibrant discours, Victor Hugo, contre la peine de mort, disait de 2 choses l'une. Ou l'exemple donné par la peine de mort est moral, ou il est immoral. S'il est moral, pourquoi le cachez-vous? S'il est immoral, pourquoi le faites-vous? Et moi, la question que je pose aux Français, aux 55% des Français qui sont pour le rétablissement de la peine de mort, seraient-ils prêts à assister à des exécutions en public comme on pouvait avoir pendant la guerre en Afghanistan? Si c'est pas le cas, avant la guerre, quand elle était, ça attirait du monde, hein. Oui. Mais si on considère que tuer quelqu'un, c'est immoral, eh bien dans ces cas-là, et qu'on doit le cacher, on ne règle pas, j'imagine que beaucoup de nos auditeurs ont des enfants, on ne montre pas l'exemple par une peine immorale, tout simplement. Anne-Charlène Bézina, Jean-Charles Lajoigny et Jean-Philippe Dugoin, justement, est-ce que ça vous inquiète, au fond, ces sondages qui sont, oui, peut-être un peu inquiétants quand même? Alors, Anne-Charlène ?
Je ne suis pas sûre que ce soit les sondages qui sont inquiétants plutôt que la perspective qu'on les écoute et qu'on en fasse demain des décisions publiques, parce que c'est vraiment ça, moi, qui m'angoisserait beaucoup, parce que si on joue sur les passions des citoyens, on n'a plus de démocratie, parce que précisément, être gouverné, c'est aussi savoir faire la part des choses entre ce qu'on ressent de passionnel sur un instant et ce qui doit être une décision publique. La politique, c'est un cap pour l'avenir. Je pense que justement, les fameuses lois du 20h, il serait temps qu'elles cessent. Que ces sondages-là, on n'a peut-être pas besoin pour gouverner. Ça serait le mot d'ordre que je garderais. Jean-Charles Lajoigny, et puis après... Je crois qu'il ne faut pas se cristalliser sur ce problème de peine de mort, comme dit très justement Vincent et précédemment Stéphane Manson. Bon, c'est juste ridicule, ça avait valeur d'exemple, ça se saurait, et puis on verrait, les États-Unis ne seraient pas les champions du monde des serial killers et des assassinats absolument horribles. Et ils exécutent à tour de bras, en Chine aussi. Donc ça ne sert à rien. Mais il faut dépasser cette sorte de cristallisation débile, mais c'est révélateur, ce sondage, quand même, de l'impression qu'on a, parce qu'il y a la justice, l'injustice et le ressenti. Et quand on lit les journaux, et que, par exemple, hier, après un jugement qui concernait des délinquants et des criminels qui ont commis, jugé des actes assez immondes, la fin du papier, c'est dans le Parisien, dans le Figaro, c'était « Monsieur Machin était condamné à 16 mois ferme et laissé en liberté ». Mais ça, c'est juste dramatique dans l'esprit des gens. C'est-à-dire condamné à 16 mois ferme et ressorti libre. Là, le Français, alors qu'il n'a pas les diplômes juridiques de Vincent, Stéphane et Anne-Charlène, là, il ne comprend pas du tout. Alors, c'est même pas une question de peine de mort. Intellectuellement, on a du mal à dire 16 mois ferme et je sors libre. Alors on dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour aller en prison? Mais bien évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les prisons sont pleines et la justice fait bien son boulot. Oui. Mais il y a une communication qui est curieuse, une façon de présenter les choses. Et je ne comprends pas comment on peut être condamné à 16 mois ferme pour un crime, enfin un délit extrêmement grave, et que ça n'a l'air de choquer personne. Voilà, ça me paraît un peu curieux. Très rapidement, parce qu'il ne reste plus du tout de temps. Florence Mercadé-Choquet. Juste pour dire à Jean-Charles, parce que j'ai une petite culture aussi juridique. Oui, vous l'avez vexé. Voilà, je suis très vexée. On peut aménager des peines, en matière pénale, on peut aménager des peines jusqu'à 24 mois. Donc, il y a un aménagement de peine, il est peut-être sorti libre, mais il va y avoir un aménagement de peine. Deuxièmement, sur les sondages qu'on a donnés, oui, ce qu'on n'a jamais, ce sont les questions qui sont posées. Quelles questions sont posées aux personnes? C'était tout pour je ne sais pas. Je ne sais pas qui a eu l'idée d'aller poser cette question. Voilà. Mais non, c'est vrai qu'il y avait, la recherche d'un pouvoir fort et le sentiment d'une crise d'autorité. Jean-Philippe Dugoin-Clément, votre sentiment sur cette France comme ça, peut-être ce sentiment d'insécurité, peut-être cette angoisse? On est dans un pays qui se cherche, qui doute de lui-même, qui a plus confiance en lui-même, mais c'est pas récent, ça fait quelques décennies et ça s'amplifie avec le temps. Voilà, alors sur la question de la peine de mort, on voit depuis 40 ans, tous les sondages, de toute façon, quels que soient les sondages et les périodes, sont toujours favorables à la peine de mort. Ça pose une question, tout ça. Ça pose la question des élus à être des élus, c'est-à-dire des décideurs, pas être des girouettes qui fonctionnent en fonction des sondages d'opinion, en fonction de l'actualité du 20h, mais en fonction de leurs convictions. Quand on est élu, on n'est pas là pour répondre à un sondage. On n'est pas là pour répondre à un sondage pour ou contre la 5G, pour ou contre la peine de mort, pour ou contre telle ou telle question sociétale, mais pour porter ce que l'on croit profondément bon et essayer justement de faire que l'opinion comprenne ce que l'on souhaite porter, l'opinion change. Voilà, donc moi je crois qu'aujourd'hui, si on avait des élus qui soient un petit peu plus sur ces sujets-là courageux, qui soient un petit peu moins dans une logique de chercher à prendre le sens du vent en fonction des sondeurs, mais un peu plus dans l'affirmation de leurs convictions et dans l'explication du pourquoi de leurs convictions, on aurait peut-être aussi des citoyens un peu moins inquiets et un peu moins enclins à partir sur toutes les fake news qu'on peut vivre aujourd'hui. Eh ben, puissent les élus vous entendre. Merci infiniment Jean-Philippe Dugoin-Clément. Merci beaucoup Florence Mercadé-Choquet, Stéphane Manson, Vincent Couronne, Jean-Charles Lajoigny et Anne-Charlène Bézina-Duclerc. Et à très vite pour un nouveau numéro de PAF.